Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour une nouvelle capsule, c'est l'œil du coach, sur le podcast À côté de mes pompes, épisode 231 aujourd'hui, avec une question que je me suis posée il y a quelques années, à savoir, suis-je légitime pour prendre un coach personnel pour gérer, calibrer et personnaliser mon entraînement ? Aujourd'hui, avec Bruno, on vous donne 5 raisons pour que vous franchissiez ce pas, pour que vous osiez aller dénicher l'entraîneur qui vous fera progresser. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient être accompagnés par un entraîneur personnel, restez bien jusqu'à la fin puisqu'on a une petite annonce à vous faire avec Bruno. Je vous laisse, sans plus attendre, déguster les précieux conseils de Bruno. C'est une nouvelle capsule, l'œil du coach, comment choisir son entraîneur personnel. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule, l'œil du coach aujourd'hui. Et je voulais te poser une question que je me suis posée il y a maintenant de cela quelques années. Je sais que ça avait soulevé en moi quelques freins, quelques réticences. Est-ce qu'il est important pour un coureur amateur de pouvoir faire appel à un coach certifié pour gérer son entraînement ? Salut Sébastien. Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose tous, qu'on me pose aussi à moi, forcément, puisque ça fait partie de mon métier. Alors oui, pour quelle raison s'entourer d'un entraîneur personnel ? Moi, j'aime bien cette notion aussi que l'entraîneur, c'est pas simplement quelqu'un qui va donner des plans. Entraîner, ça se résume pas à élaborer un plan d'entraînement et à le balancer comme ça. Je pense que l'entraîneur, c'est quelqu'un, on doit s'entourer d'un entraîneur. J'aime bien moi cette image d'épauler le sportif, de le conseiller, peut-être pas de le bichonner, mais d'avoir une relation qui soit vraiment une relation humaine. On a affaire quand même à des êtres humains et entraîner, c'est pour moi, prendre un entraîneur personnel, c'est aussi prendre un cadre tout autour de sa pratique personnelle. Et c'est ça, selon moi, qui va faire la différence entre l'entraîneur personnel et le plan qu'on a collé sur la porte de son frigo ou le programme tout fait. Moi, j'aime bien cette notion, j'aime bien cette expression de dire en ce qui me concerne, je ne fais pas du prêt à trotter, mais je fais plutôt du cousu humain, je fais plutôt du sur-mesure. Et c'est ça pour moi l'avantage, je dirais, premier d'avoir un entraîneur qui soit un entraîneur dédié à l'entraîneur personnel. Est-ce que dans les personnes qui viennent à toi pour du suivi et de l'accompagnement, je préfère ces termes de suivi et d'accompagnement à celui de coaching. Alors après, c'est peut-être le prof de français qui préfère ces termes et ces expressions. Est-ce que les personnes qui viennent à toi te posent des questions quant à leur niveau, quant à leur performance ? Parce qu'on se dit, est-ce que au regard du chrono que je fais sur 10 km, sur semi-marathon, j'ai la prétention de pouvoir m'offrir et travailler avec un entraîneur ? Est-ce qu'il y a des réticences et des freins dans cet ordre-là ? Oui, il y en a beaucoup en ce qui me concerne. Alors moi, j'ai un handicap, mais qui est selon moi un avantage, c'est que j'ai été sportif de haut niveau, j'ai entraîné et j'entraîne encore des sportifs de haut niveau. J'ai eu le privilège d'entraîner Pascal Fétizon lorsqu'il a été champion du monde. Donc forcément, on me colle en plus de mon étiquette de sportif de haut niveau cette étiquette d'entraîneur, et je parle vraiment d'étiquette parce que ça me colle vraiment à la peau. Et je suis certain que un tas de personnes n'osent pas me demander parce que justement j'ai cette image. Moi, j'aime bien un peu les phrases, j'aime bien les punchlines. Alors punchline, on ne devrait pas le dire, c'est comme coach. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien aussi le fait de dire que j'accompagne, que je suis. Il y a un mot qui m'horripile. J'espère que tu le dis pas, tant pis. C'est mes athlètes. Voilà. Quand un entraîneur parle de mes athlètes, ce ne sont pas mes athlètes, ce ne sont pas ma propriété. Ce sont des gens que j'accompagne, ce sont des gens que je conseille. Et voilà, oui, je pense que moi aussi, j'ai un passé d'enseignant. Enfin, moi aussi, j'ai été enseignant comme toi, et ce sont des notions qui sont importantes parce que cette relation qu'on a avec le sportif, c'est un peu la relation qu'on a avec nos élèves. Donc oui, il y a beaucoup de réticences pour s'adresser à moi, et du coup, j'aime bien dire que moi, j'ai été champion du monde, ok, super, mais à la limite,
on s'en moque, c'est pas très important. C'est pas parce qu'on a été champion du monde qu'on s'est entraîné. Mais moi, par contre, ce que j'aime à dire, c'est que j'espère que je suis en capacité d'aider les gens à devenir champions du monde d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réticence par rapport au niveau. Je préfère un athlète motivé avec un niveau qu'on pourrait considérer comme petit, mais pour moi, il n'y a pas de petit niveau, qu'un athlète qui est un champion et qui n'écoute rien, qui ne veut pas apprendre et qui pense qu'il sait tout. Donc, franchement, je prends beaucoup de plaisir à entraîner des gens de tout niveau et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis, mais de même que quand on a des élèves de tout niveau, on progresse, ça m'a permis de beaucoup progresser. Je fais souvent ce rapport entre la 2 chevaux et la Ferrari. Hein. Il y a des 2 chevaux, il y a des Ferrari dans le monde de la course à pied pour faire une image avec le moteur, la cylindrée du coureur. Mais un garagiste qui ne s'occuperait que de Ferrari ne saurait pas réparer une 2 chevaux. Et moi, j'ai la chance d'avoir des sportifs de tout niveau et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et je remercie tous ces gens d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux que j'ai progressé, que j'ai évolué dans ma méthode d'entraînement. Comment on fait, Bruno, pour choisir son entraîneur? Si on s'adresse à des auditeurs, quels vont être les critères que l'on va pouvoir leur donner pour taper dans le mille? Oui, alors à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes me disent, vu votre palmarès, je m'adresse à vous. Mais je pense qu'un palmarès, ce n'est pas le gage d'être un bon entraîneur. On n'est pas un bon entraîneur parce qu'on a été un champion. Je crois que c'est une erreur de le penser. Moi, je pense que il est nécessaire quand on s'adresse à quelqu'un de s'assurer qu'il a les compétences d'un métier. Pour moi, entraîner, c'est un métier. Il doit être exercé par des professionnels. Alors, on va pas tomber dans la maladie du diplôme. Hein. Nous, les Français, on ne jure que par les diplômes, mais néanmoins, ça existe. Donc, peut-être qu'il faut s'assurer que la personne en question a les diplômes, a les compétences, a les connaissances. Donc, je ne vais pas parler que de moi dans ce podcast, c'est pas le but, mais le fait d'avoir été un champion, moi, c'est un plus pour moi, mais ça ne signifie pas que je suis capable d'entraîner. Le fait d'être encore coureur, par contre, je trouve que c'est un gage supplémentaire parce que ce qu'un coureur ressent, je le ressens encore. Bien souvent, des entraîneurs n'entraînent plus et on se demande parfois si ils ont été coureurs un jour dans leur vie, mais c'est ça dans la vie de tous les jours. Hein. Bien souvent, on se dit mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont été un jour coureurs, est-ce qu'ils ont été un jour citoyens hein, par rapport à nos politiques? On se dit les gens ils ont la mémoire courte. Donc je pense que c'est bien aussi que le coureur, que l'entraîneur soit aussi coureur, soit toujours coureur. Je trouve que c'est un plus parce que ça permet de coller à la réalité. On va pas faire un entre-soi, toi et moi, mais moi, je pense qu'être enseignant, c'est un gage aussi supplémentaire parce que on est capable d'avoir la pédagogie nécessaire. J'en parlais encore ce matin avec une athlète qui me posait plein de questions et qui me remerciait parce que je lui ai répondu, mais je lui dis, mais moi, donner du sens à mes entraînements, c'est très important que tu comprennes pourquoi tu fais cette séance-là, à quoi ça sert. Donc voilà, c'est un peu en vrac tout ce que je dis là, mais je pense que ce sont les compétences, les qualités que doit avoir un entraîneur pour être en mesure d'accompagner et de permettre à l'athlète de progresser. Alors Bruno, moi j'avais listé 5 raisons. Ça tient sur les doigts d'une main. J'ai pas utilisé le trépied parce que j'avais 2 autres éléments importants à transmettre. Le premier, pour convaincre les auditeurs de faire appel à un entraîneur, c'est tout d'abord la personnalisation d'un programme d'entraînement. On n'est pas sur ce que tu disais tout à l'heure, cette feuille qui va être collée sur le frigo. On a, avec la personne qui va prendre en main votre accompagnement, une personnalisation, c'est adapté aux objectifs et aux capacités de l'athlète. C'est ça. C'est ça. La première chose que je prends en compte quand je m'adresse à un sportif que je ne connais pas, c'est justement de lui dire quelles sont vos particularités, quelles sont vos spécificités. Alors évidemment, on va parler de spécificités physiologiques. On a besoin de connaître le niveau du sportif, de connaître ses capacités, en tout cas de les évaluer. Nous, on va beaucoup parler d'évaluation, peut-être une fois encore l'enseignant qui parle. Donc on va évaluer. Donc oui, les spécificités physiologiques, mais aussi l'environnement familial. Est-ce que c'est une personne qui est seule? Est-ce que c'est une maman qui a 3 enfants? Voilà. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Le contexte professionnel aussi. On n'entraîne pas de la même manière une secrétaire médicale, un maçon, un boulanger, un enseignant, un médecin. Donc
Voilà, tout ça, c'est important, effectivement, que l'entraîneur ait cette aptitude à pouvoir prendre en compte toutes les spécificités du sportif. C'est très important pour faire du sur-mesure. Et dans la personnalisation, on peut ajouter peut-être le terrain d'entraînement. Si l'athlète dispose d'une piste, d'une route de campagne ou d'un environnement plutôt urbain. Ça peut faire varier les situations et les séances que tu vas proposer. Exactement. Et moi, j'appelle ça la faisabilité. C'est-à-dire que le plan d'entraînement doit être adapté, comme tu le dis très justement, à l'environnement, au milieu aussi dans lequel le sportif s'entraîne. Et voilà, effectivement, est-ce qu'il y a une piste, pas de piste? Est-ce qu'il y a une voie verte? Est-ce qu'il y a un canal? Est-ce que la personne habite en centre-ville, à la campagne? Tout ça, c'est très important. Deuxième point, Bruno, moi j'ai abordé le côté suivi et retour d'expérience après séance. Je sais que tu utilises Nolio pour gérer les entraînements. Les athlètes qui font appel à toi vont pouvoir renseigner leur ressenti après l'effort, te mettre une petite note et bien qu'à distance, tu arrives toi à analyser ces séances. C'est ce que l'on n'a pas quand on a un plan d'entraînement papier qui a ses limites, qui peut être pour des personnes qui sont, on va dire, autonomes, avec une certaine expérience, vont être à l'aise avec ce plan d'entraînement papier. Là, par ce suivi, par ce feedback, tu peux conseiller l'athlète et on revient sur la personnalisation. C'est-à-dire que si tu constates que c'est un petit peu trop compliqué ou trop facile, on va régler le curseur sur les séances et les semaines qui vont suivre. Exactement. Voilà, c'est vrai que c'est le deuxième point qui est très important. L'entraîneur a des compétences, il a une expertise, il a une expérience, il va faire un programme qui est construit, qui est solide parce que justement il a toutes ses aptitudes. Et derrière, le gros plus, la grosse différence, c'est l'analyse des séances d'entraînement et un retour d'information à l'athlète en lui disant voilà, est-ce que cette séance-là, tu l'as bien faite, là tu t'es complètement planté, ça va pas du tout, c'est comme ça qu'il faut faire, ou très bien, continue. Et grâce aux outils modernes qu'on a maintenant, grâce au cardio-fréquence-mètre, grâce au GPS, grâce à l'application Nolio en ce qui me concerne, mais grâce à toutes ces applications de suivi, on peut entraîner à distance, pour moi, mieux que quelqu'un qui est en présence mais qui va se contenter, entre guillemets, mais parce qu'il n'a pas les moyens de le faire, parce qu'il n'a pas les connaissances ou parce qu'il n'a pas le temps. Il faut pas oublier que on parle du plan qui est collé sur la porte du frigo. Beaucoup des sportifs, et sans doute parmi ceux qui nous écoutent, vont aussi dans des clubs. Je connais très bien les clubs. Je suis licencié à la Fédération française d'athlétisme depuis 1972, donc il est hors de question que j'ai un discours anti-club, mais la personne qui entraîne en club est très souvent une personne qui est bénévole. Et quand elle rentre le soir chez elle, elle s'occupe de sa famille, elle a son travail. Quand on a des groupes de 20, 30, 40 coureurs qui font tous la même séance, on n'a pas le retour. C'est pas possible. L'entraîneur ne peut pas avoir ce temps disponible. Donc effectivement, l'entraîneur personnel, il est là. Il prend le temps, c'est son métier, il analyse la séance, il la décortique, il a aussi les connaissances qui lui permettent d'analyser. Moi, j'ai appris beaucoup en analysant des séances, j'ai découvert des choses en analysant des séances que je ne connaissais pas. Bon, c'est peut-être pas l'objet ici de rentrer dans le détail, mais oui, c'est très important d'avoir ce retour pour l'athlète, de façon à savoir est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Beaucoup d'athlètes s'entraînent et font mal sans le savoir. Hein. Je répète toujours la même chose. Hein. Un entraînement, c'est une flèche qu'on tire. Il faut mettre dans le mille. Et le fait de pratiquer la séance, le sportif, il n'a pas les connaissances nécessaires pour se dire est-ce que ma séance est réussie ou pas. Et c'est d'ailleurs souvent parce qu'on pense qu'on l'a réussi qu'on continue à faire des choses qui ne sont pas bonnes et qui mènent vers la blessure ou le surentraînement ou l'absence de progression. Alors, troisième item important dans cette recherche d'un entraîneur, ces raisons qui vont pousser un athlète à faire appel à un coach personnel, eh bien moi je voyais la motivation. On voit souvent quelque chose qui va flancher au bout de quelques semaines. On n'est plus en mesure de suivre le plan parce que on a déjà une visibilité sur ces 10-12 semaines qui vont suivre. L'entraîneur, il va être là pour susciter donc la motivation de l'athlète avec derrière un rendez-vous qui peut être donné, même s'il est virtuel. L'athlète se dit, bon, le coach a travaillé, l'entraîneur, pardon, parce que je ne veux pas dire coach, l'entraîneur a proposé des séances,
à moi de bien les réaliser. Donc il y a un petit contrat moral, c'est cette relation qui est entre entraîneur et entraîné. Quand on est avec un planning qui est posé sur nos applications, on a ce rendez-vous et on se doit de bien réaliser les séances. Alors pas pour faire plaisir à la personne qui nous accompagne, mais au moins pour avoir ce retour et le fait que l'entraîneur a été au cœur de cette programmation. On se doit finalement de bien réaliser ces séances, qui peut lutter contre cette démotivation. Ouais, c'est ça. Tu as tout dit. Tu as parlé de devoirs. Alors, je vais pas croire que je suis obsédé par l'enseignement, mais oui, quand on est enseignant, on donne des devoirs, et donc là, quelque part, également, on va donner une séance d'entraînement, et l'athlète va savoir en plus que cette séance elle sera analysée. Moi j'ai vraiment ce sentiment, hein. L'autre fois j'avais fait un échange avec alors on va faire un petit clin d'œil avec Pierre Zurker, parce qu'il écoute toutes les capsules, donc je lui fais un petit coucou à Pierre qui prépare un 100 km, et il m'a dit sur cette séance tu étais sur mon épaule. Ça m'a fait rire parce que je trouvais que la formule était vraiment très mignonne, mais je crois qu'il y a ça aussi, il y a le fait de se dire bah oui, l'entraîneur il va regarder ce que j'ai fait, il va donc forcément ça implique une motivation supplémentaire. Donc on n'est pas tout seul, même si on est à distance, on n'est pas tout seul. Et ça et t'as raison de le souligner, c'est très très important. 4e point, là je voulais évoquer la charge d'entraînement. On voit souvent donc des plans d'entraînement qui sont constitués, et on ne sait pas toujours, lorsque l'on va être malade, lorsque l'on peut ressentir quelques blessures, quelle séance mettre de côté et ne pas réaliser. Et je trouve que l'entraîneur, la personne qui accompagne l'athlète, peut, elle, déceler peut-être plus facilement quand la charge d'entraînement devient trop importante, quand l'athlète commence à, dans ses ressentis, évoquer quelques tensions, quelques blessures. Eh bien, cette gestion de la charge d'entraînement, je trouve qu'elle prend tout son sens avec la personne qui nous accompagne. Et je parle souvent, moi, plutôt de propositions de séances que de séances, tu vois, Bruno, où on doit les faire exclusivement. En fonction, tu le disais tout à l'heure, de l'agenda personnel, de l'agenda professionnel, il y a parfois quelques ajustements. Et là, un entraîneur va pouvoir rapidement répondre en disant écoute, si tu ne la fais pas, celle-ci, elle est moins importante, ou on décale à demain et on ajuste, ce que ne peut pas faire un plan qui est ancré et qui est déjà posé sur X semaines bout à bout. Est-ce que tu retrouves, toi, cet ajustement, cette gestion de la charge comme un facteur important? Oui, exactement. C'est exactement ça. Moi, j'utilise le terme de curseur, et je dis souvent à l'athlète, au sportif, le curseur de l'intensité, il faut le placer toujours à la bonne hauteur. Et on a des outils pour ça avec Nolio. Par exemple, moi, j'ai obligé les sportifs à cocher 2 choses. C'est ce qu'on appelle la perception de l'effort, donc de facile, enfin de très facile 1 jusqu'à très difficile 10. Donc l'athlète va noter quelle perception de l'effort il a. Il va noter aussi ses sensations. On peut avoir une perception de l'effort qui est très difficile, par exemple. Une séance de VMA, c'était très difficile, mais j'ai eu de bonnes sensations. Donc les sensations, la perception de l'effort, ça permet effectivement d'ajuster la charge d'entraînement, parce que comme tu le dis très justement, on a affaire à des êtres humains, il y a plein de facteurs qui interagissent dans l'entraînement, et l'adaptation du programme en fonction du ressenti, en fonction de l'évolution aussi. Il y a des sportifs qui évoluent très vite, et là il faut changer son fusil d'épaule, modifier l'entraînement. Quand on a quelque chose qui est figé, qui est écrit dans le marbre, il n'y a pas d'adaptation possible. Donc c'est ça aussi l'avantage de l'entraîneur personnel, c'est d'être en relation constante. L'entraîneur est là, il analyse de manière objective. Il n'a pas cette subjectivité qu'a le sportif qui va se dire je vais peut-être faire ça parce que ça va me rassurer. L'entraîneur, lui, il n'est pas dans cette démarche-là. Il est objectif. Donc c'est très important, et c'est rassurant aussi pour l'athlète de se dire ce que je fais, j'en fais, c'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour atteindre mon objectif. Le dernier point que j'avais mis en avant, ce dernier point, ce sera l'accompagnement sur le plan mental. Tu l'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas seulement des séances qui vont être posées sur une application ou sur un fichier Excel. On va avoir dans les périodes d'euphorie, mais comme dans les périodes un petit peu plus sombres, un sportif blessé, eh bien là, je trouve que l'entraîneur, il joue tout son rôle pour
remobiliser l'athlète, pour l'accompagner et le remettre en chemin après avoir peut-être été arrêté pendant X semaines pour blessure. Et à l'approche d'une course, ça peut être également un soutien moral pour aborder la compétition, pour derrière relativiser peut-être un objectif euphorique parce qu'il y a également d'autres courses à mener derrière. On a cette relation de couple, hein, on pourrait l'appeler ainsi, entre l'entraîneur et l'entraîné, avec, au-delà des séances, cet accompagnement mental et ce soutien moral. Tu le disais tout à l'heure, hein, tu es sur l'épaule de tes athlètes. On a cet accompagnement qui dépasse le cadre du sportif, là. Ouais, complètement. On doit être vraiment une ressource pour le sportif. On est une ressource que le sportif peut utiliser justement pour tous les cas de figure que tu as évoqués. Et c'est important de savoir qu'on peut s'adresser à quelqu'un. Et moi, je m'en rends compte, hein, ça fait presque 14 ans, 13 ans, 14 ans bientôt que je fais ça avec l'accompagnement à distance. Moi, l'idée, c'était de dire les gens qui veulent un plan Bruno Hubi, pourquoi est-ce qu'ils auraient pas un plan Bruno Hubi, même s'ils sont au Québec, à New York ou n'importe où. Et donc, il a fallu développer des outils. Et je m'étais dit que ce serait peut-être un peu froid cette relation qui ne passe que par l'écrit, souvent un peu par la visio, mais bon, ça dépend en fait de la relation qu'on a avec le sportif. Et on s'aperçoit que on a vraiment des relations. Hein. C'est exactement ce que tu disais. Moi, je le ressens dans les écrits, dans la façon d'échanger avec les personnes. On sent bien que d'un athlète à l'autre, c'est pas la même chose. C'est pas aussi figé, c'est pas aussi froid que ça pourrait le paraître. Parce que il y a pas forcément un lien physique permanent. Et donc en fait, moi j'adapte vraiment ma façon de communiquer avec le sportif parce que tous les sportifs sont différents, les caractères sont différents, les objectifs sont différents et à chaque fois c'est ça qui est génial d'ailleurs, c'est qu'on part d'une feuille blanche et qu'on construit un projet à deux. On parle souvent de co-construction, c'est-à-dire qu'avec des athlètes qui ont une certaine expérience, on peut discuter, on peut échanger, et on n'est pas sur quelque chose de descendant et de toujours absolument directif. C'est ça. En plus, moi, c'est pas mon style. Je ne suis pas un entraîneur qui est autoritaire. J'aime parler, j'aime échanger, j'aime partager avec le sportif. Donc, ça n'a rien effectivement de quelque chose qui va du haut vers le bas et l'entraîneur est le maître absolu et celui qui sait tout. Non, c'est pas vrai. C'est une communication qui va dans les deux sens. Il faut être capable d'écouter. Et comme tu le disais, hein, il y a un lien qui relève un peu du je trouve pas le mot. Oui, il y a un peu de sentiment, il y a un peu d'affect dans tout ça. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans le fait d'entraîner de manière personnelle, c'est qu'on crée vraiment un lien avec la personne. Je pense, Bruno, là qu'on a fait le tour des raisons qui peuvent pousser des auditeurs à faire appel à un coach et à un accompagnateur personnel. Ce sera le terme le plus juste que l'on va employer. Et moi, je les invite, si parmi les auditeurs, il y a des personnes qui sont dans cette interrogation, eh bien, à nous rejoindre, puisque avec le podcast et avec ton aide, Bruno, on va mettre en place très rapidement ce suivi, cet accompagnement. Donc, si vous avez des objectifs, si vous avez des courses qui vous font briller, que vous avez envie de mener dans les semaines et les mois prochains, eh bien, vous pouvez faire appel à nous. On vous remettra toutes les informations dans les notes de l'épisode et vous pouvez déjà nous envoyer un petit message. Et il n'y a pas de profil, hein. Ce qu'on échangeait avec Bruno en off, des personnes nous demandaient si on était profilé sur un type d'athlète en particulier. On peut répondre que non, Bruno, hein. On peut répondre que non, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de type de sportif particulier. Moi, ce que je réponds souvent, c'est si vous êtes très motivé, en fait, c'est ça qu'on exige. Mais en fait, la question, elle est un peu inutile parce que généralement, les gens qui s'adressent à un coach personnel sont motivés, ont fait le cheminement, sont passés peut-être par les plans d'entraînement sur le frigo, sont passés peut-être par l'entraînement en groupe de club et ont fait la démarche. Donc, en général, ils répondent tous à cette question. Oui, je suis très motivé et j'ai envie de progresser. C'est peut-être la seule chose qu'on peut leur demander, mais on sait qu'on l'a déjà quasiment d'acquis. Eh bien, merci Bruno. Et pour les auditeurs, on vous dit à très vite pour une nouvelle capsule, l'œil du coach avec Bruno Hubi, bien évidemment. Bonne semaine à vous.
Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!